Pour la suite de notre matinée, c'est Jean-François Giovanni qui va modérer les débats. Et nous allons bien sûr entendre Deo Akizimana avec beaucoup d'intérêt. Je lui cède maintenant la parole pour l'introduction à cette partie thématique de notre Assemblée générale. Merci. Bonjour. Donc, je suis membre du comité de ACAT et on m'a demandé de présider la matinée, c'est-à-dire de présenter le conférencier et ensuite de modérer les débats pour la discussion qui suivra. L'exposé qui vous est fait par Deo Akizimana est consolider la paix dans l'Afrique des Grands Lacs. Nous nous connaissons depuis, je pense, en tout cas 20 ans, sinon plus. Deo Akizimana est un journaliste, un enseignant, un diplomate. Il a fait des études en diplomatie et en stratégie à Paris. Il est le président fondateur du CIRID, Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue, qui joue un rôle très actif à Genève auprès des Nations Unies, où elle bénéficie d'un statut consultatif spécial. Et nous avons aussi eu l'occasion de collaborer dans ce cadre de la part de la coopération au développement, donc nous connaissons amicalement mais aussi professionnellement par cette activité pour la paix dans la région des Grands Lacs. Il a été élu en avril 2008 comme membre du mécanisme national de suivi et d'évaluation du projet cadre de dialogue, piloté conjointement par le gouvernement du Burundi et les Nations Unies, pour suivre le processus de paix dans la région des Grands Lacs qui a connu d'innombrables tragédies au cours des 40 ou 50 dernières années. Alors la discussion sera introduite par son exposé d'une demi-heure environ, et ensuite je donnerai la parole à ceux qui la demandent. Je vais donc me lever et me mettre à côté de lui pour modérer les débats et donner la parole aux uns et aux autres. Alors Déo, je te remercie infiniment d'être venu aujourd'hui et je te donne la parole. Merci Jean-François. Bonjour mesdames et messieurs. Il est difficile, vous allez le voir vous-même, de parler de l'Afrique des Grands Lacs en une demi-heure. Mais je vais quand même essayer, parce que, je vous le dirai tout à l'heure, j'aurais voulu parler non pas comme un diplomate, ni même comme un journaliste, ni encore moins comme l'enseignant que j'ai été il y a 30 ans, mais comme un acteur et un témoin, c'est-à-dire quelqu'un comme vous, quelqu'un du terrain. Mais avant ça, je vais vous prier de noter cette introduction qui est que j'aurais voulu vous dire comment et pourquoi j'ai fait connaissance avec l'organisation dont vous faites partie aujourd'hui et qui vous rassemble. C'était il y a 20 ans. Ce jeune homme qui est devant moi et mon fils, on venait d'arriver à Genève comme réfugiés politiques. Il n'avait à peine que 10 ans. J'étais un homme totalement cassé parce que je sortais de 14 mois de prison. J'avais connu tous les types de tortures que vous imaginez, tortures psychologiques, celles qui consistent par exemple à vous priver des contacts avec votre famille, ou à celles qui consistent à vous priver des habits, à vous mettre dans un cachot noir totalement nu, mais également des tortures physiques. J'en ai connu. J'avais une capacité extrêmement réduite quand je suis arrivé à Genève. Et ceux qui me connaissent savent que j'avais la crainte de mourir dans les 6 mois qui suivraient, parce que la plupart de mes copains de prison étaient décédés et on disait que c'était à la suite des mauvaises conditions de détention, voire de torture par lesquelles certains étaient passés. Alors je suis arrivé à Genève
premières personnes que j'ai connues, c'est des militants de droits humains comme vous, qui m'ont, d'abord, accepté de m'écouter, qui ont accepté de m'en témoigner, et ça soulage beaucoup. Deuxièmement, déjà comme Jean-François, m'ont aidé à connaître et à comprendre la Suisse. Ce qu'on pouvait faire avec elle dans des situations comme la mienne. Et j'ai connu la CAT, encore une fois. J'ai connu la CAT qui m'a aidé à comprendre les mécanismes institutionnels de ce pays et comment on pouvait travailler avec eux. Troisièmement, j'ai même pu, grâce à ces contacts, savoir comment on professionnalise son combat. Parce que c'était difficile pour moi de vivre à Genève et de parler du Burundi qui est à 10 000 km d'ici, et donc pratiquement personne n'entendait parler des histoires de Tutsi. C'était vraiment comme de la nuée, ça ne disait pas grand-chose à quelqu'un qui est ici. Je vais essayer, dans le témoignage qui suit, de vous dire ce que j'en pense. Et puis, finalement, puisqu'il s'agit encore de la CAT, je dois vous dire que j'ai vu quelqu'une que dans ma famille, nous appelons comme notre tante, Suzy Sber, que vous connaissez sûrement, l'ancienne secrétaire générale. Suzy Sber ne sait pas qu'elle est à l'origine de pas mal d'initiatives qui ont fait avancer la paix au Burundi, parce que c'est elle qui m'a montré comment on pouvait dialoguer avec les affaires étrangères ici, à Berne, le DFAE, la division politique à l'époque, qui travaillait avec les services que Jean-François dirigeait à la DDC. C'est elle qui m'a dit qu'on pouvait soutenir quelque chose qui soit un début de dialogue, comme on dit. Et ce dialogue-là a eu lieu à Genève. Je ne sais pas si vous savez que suite à un séminaire venu de tout ça, les Burundais qui s'entre-déchiraient déjà à l'époque, il y avait d'un côté une rébellion armée, il y avait de l'autre les soldats du gouvernement. Et chaque camp disait qu'il aura la victoire sur l'autre. Et moi, j'arrivais, je disais, non, en tant que citoyen de ce pays, je vous connais tous, il n'y aura pas de victoire de l'un sur l'autre. Vous finirez un jour autour d'une table. C'est cette table de dialogue que Berne m'a aidé à organiser à Genève, avec l'entremise lointaine de la carte, Madame Suzy Sber, pour ne pas la nommer. Et c'est suite à ça que beaucoup de signataires des accords de paix qui ont eu lieu depuis 2000, à l'instigation de Nelson Mandela, qui a été notre médiateur, depuis 2000, depuis 98, pardon, après la mort du Tanzanien Nyerere, c'est suite à ça que déjà on compris qu'il fallait dialoguer, toujours dialoguer, jusque cette année. La guerre est terminée officiellement. Le dernier mouvement vient d'adhérer aux institutions. Donc, la guerre est en train de finir dans ce pays. Je vais vous le dire. Notez quand même donc que votre organisation a joué un rôle important et j'ai un plaisir immense de pouvoir vous le confirmer aujourd'hui. Alors, mesdames, messieurs, donc je disais, c'est assez dur de parler de la fuite des Grands Lacs en une demi-heure. Mais puisque j'ai dit que je parlerai comme un acteur et un témoin, je vais vous donner quelques pistes. Si je dis des bêtises, vous allez me comprendre, vous poserez des questions après pour que je clarifie ma pensée. Mais je vais quand même commencer par une anecdote. L'anecdote, c'est que j'étais un jour au forum de Grand Montana, dans les Alpes, où chaque année à l'époque, les gens, quelques grands décideurs de la planète se réunissaient pour un peu refaire le monde, un peu comme le fait à Davos au mois de janvier. J'avais eu l'avantage, l'honneur d'être invité là-bas par les organisateurs et je me suis retrouvé dans une salle où il y avait une discussion sur la fuite des Grands Lacs. La table était animée par le nonce apostolique de Jérusalem, un chef musulman basé à Paris, je crois que c'est Dali Boubaker, et d'autres autour de la table, ils parlaient des Grands Lacs, et c'est en 1998. Or, en 1998,
la guerre faisait rage dans la région des Grands Lacs. Au Rwanda, elle avait commencé en 1990. Vous savez comment ça s'est passé en 1994. Au Burundi, elle avait commencé en 1993 par l'assassinat du premier président démocratiquement élu, Melchior Ndadaye, que j'ai représenté d'ailleurs à Genève pendant 5 ans, le temps où il se battait pour la démocratie. Et au Congo, la guerre avait commencé en octobre 1996. Et tous les spécialistes avaient prédit que si la guerre arrivait au Congo, au Kivu, ce sera terminé, plus personne ne sera capable d'arrêter aussi facilement qu'on pouvait l'imaginer. C'est ce qui se passe aujourd'hui.